Au cœur d'un crime glaçant survenu en 2014 se trouve une question complexe. S'agissait-il d'un meurtre de sang-froid ou du résultat tragique d'un esprit profondément perturbé? Sarah, âgée de 18 ans, a été jugée pour le meurtre brutal de Harold Sasko, un homme de 49 ans, son patron, qu'il avait accueilli chez lui. Cependant, personne ne savait exactement ce qui se passait entre quatre murs. Alors que pour beaucoup, ils vivaient comme père et fille, il semblait qu'il y avait là une exploitation de l'état mental de la jeune fille, sur fond de chantage et de menaces. En même temps, il payait pour ses chirurgies esthétiques, comme une rhinoplastie et des implants de silicone dans les fesses, afin qu'elle puisse devenir plus belle. La défense a affirmé qu'elle souffrait d'un trouble dissociatif de l'identité, soutenant que c'était l'une de ses personnalités alternatives qui était la véritable responsable du crime. Les procureurs, cependant, ont dressé un tableau différent, la décrivant comme une meurtrière froide et calculatrice qui avait planifié le crime uniquement pour voler son bienfaiteur. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire de Sarah McLean. Sarah Gonzalez McLean est née en 1994 et vivait à Topeka, au Kansas, aux États-Unis. Quand elle était enfant, elle vivait avec sa mère, son père, une sœur aînée et un frère cadet. Au début de son enfance, tout était très paisible dans sa vie. C'était une enfant peu timide, calme, parfois naïve, et en grandissant et en entrant dans l'adolescence, les choses me sont devenues de plus en plus difficiles. En 2007, alors qu'elle n'avait que 13 ans, Sarah a été victime d'abus commis par l'un de ses voisins. À partir de ce moment-là, à cause de ce traumatisme, elle a commencé à faire des cauchemars, à avoir des crises de panique, à devenir facilement stressée, et elle n'était plus cette enfant si aimable et calme qu'elle était auparavant. Elle n'a raconté ce qui s'était passé à personne et ses parents, ne voyant que le changement radical dans son comportement, ont essayé de l'aider en l'emmenant chez un psychologue. Malgré tout, les choses ne se sont pas améliorées. Elle a commencé à consommer de l'alcool, à prendre certaines drogues, et tout empirait de jour en jour. À la même époque, les parents de Sarah traversaient aussi des problèmes dans leur relation et ont fini par divorcer. Ce fut une douleur de plus que la jeune fille a dû affronter, surtout parce que, après le départ de son père de la maison, elle et ses frères et sœurs ont commencé à remarquer son éloignement. Il n'était plus aussi présent qu'avant, et les enfants ont commencé à se sentir abandonnés. De plus, la mère est devenue très stressée, oscillant entre la colère et la tristesse, se disputant plus que d'habitude avec ses enfants, et cette vie de famille à la maison, qui auparavant pouvait être considérée comme normale, est devenue un véritable tourment. Au début de 2009, alors qu'elle avait encore 14 ans, Sarah a commencé à travailler à temps partiel dans une pizzeria, car elle avait l'intention de gagner son propre argent pour pouvoir un jour quitter la maison. La pizzeria où elle a commencé à travailler appartenait à un homme appelé Harold Michael Sasko, âgé de 47 ans, propriétaire de 3 établissements. Harold était décrit par sa famille comme un homme très droit, bienveillant, qui voulait toujours aider les gens. Il était divorcé, avait 3 enfants déjà adultes qui vivaient avec leurs partenaires respectifs et, pour cette raison, Harold habitait seul dans une grande maison. Cependant, cette description que la famille donnait de lui ne correspondait pas à celle donnée par les employés. Les employés des pizzerias ont dit qu'il avait un comportement un peu étrange, parfois harcelant, surtout envers les femmes. Mais seulement avec les femmes de l'équipe, pas avec les clientes. La situation était d'autant plus délicate que la plupart des employés étaient de jeunes filles travaillant à temps partiel en raison de leur âge. Elles avaient entre 14 et 17 ans et, selon le gérant lui-même de la pizzeria où Sarah est allée travailler, Harold lui disait toujours de donner la préférence au CV des filles jusqu'à 17 ans. Selon le patron, les jeunes filles attirèrent un public plus large, mais selon les employés, ce n'était pas la véritable intention. De plus, certaines des employées disaient qu'ils parlaient toujours avec elles de leur vie en dehors du travail, leur posant des questions sur l'école, la famille, etc.
Il essayait toujours de se rapprocher davantage des filles, cherchant une relation au-delà de celle de patron et employé, et cela n'était pas très bien vu par la plupart d'entre eux. Quand Sarah a commencé à travailler, cela lui est aussi arrivé. Harold a commencé à se rapprocher, à engager la conversation, essayant un peu de devenir son amie. Mais elle n'a vu aucune mauvaise intention là-dedans. Et comme elle n'avait pas beaucoup d'amis et que sa vie à la maison était complètement bouleversée, elle a vu en son patron l'occasion de pouvoir parfois se confier. Sarah lui racontait son quotidien, ses problèmes avec sa famille, la raison pour laquelle elle avait cherché un emploi si tôt pour pouvoir économiser de l'argent et quitter la maison, et tous les deux sont devenus de plus en plus proches. Harold a commencé à lui offrir des cadeaux. À plusieurs reprises, il allait la chercher à l'école pour aller au travail, et leur relation est devenue de plus en plus étroite. Selon Sarah, comme il la traitait très bien et avec beaucoup d'attention, elle a commencé à voir son patron comme une figure paternelle. Deux ans se sont écoulés, et lorsque Sarah avait 16 ans, elle a de nouveau traversé une situation traumatisante. Encore une fois, elle a été victime d'abus, mais cette fois-ci par un ami de l'école en qui elle avait confiance et pour qui elle commençait même à avoir des sentiments. Encore une fois, cela a ravivé tout ce traumatisme d'enfance. Elle est redevenue une personne plus stressée, méfiante, et comme elle ne suivait plus de thérapie, elle a décidé d'y retourner après ce deuxième épisode. Et elle a même demandé un congé pour une durée indéterminée à la pizzeria pour avoir moins de choses dont se préoccuper. Cette fois, grâce au nouveau suivi psychologique, on lui a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique ainsi qu'une dépression. Comme maintenant Sarah ne travaillait plus, elle passait encore plus de temps à la maison, et les disputes avec sa mère devenaient de plus en plus fréquentes. Il n'est pas clair quels étaient les motifs de ces disputes et discussions, mais le fait est que les deux n'arrivaient pas à s'entendre. L'accumulation de tout ce stress a poussé Sarah à tenter de mettre fin à ses jours en prenant une dose excessive de médicaments. Heureusement, elle a été secourue à temps, emmenée à l'hôpital et soignée avec succès. Parallèlement à tout cela, bien qu'elle ne travaille plus, Harold n'a pas cessé de rester en contact avec l'employé. Tous deux continuaient à rester en contact par téléphone portable, parfois ils se retrouvaient pour prendre un goûter et elle continuait à avoir cette affection pour lui, comme si le patron était un père. Comme il disait vouloir l'aider à se rétablir complètement et que le rêve de la jeune fille était de quitter la maison, Harold l'a invité à venir vivre chez lui. Comme je l'ai dit auparavant, il vivait seul. Tous ses enfants étaient déjà adultes et avaient déjà leur propre famille. Il avait une maison immense et il a dit à Sarah que ce serait très bien de l'avoir chez lui comme une nouvelle fille, puisqu'il se sentait seul depuis longtemps. Harold a ajouté qu'il voulait qu'elle termine ses études et qu'elle entre à l'université qui serait financée par lui et qu'elle, évidemment, n'aurait pas à payer pour vivre là-bas. De plus, si elle le souhaitait, la jeune fille pourrait reprendre un travail à temps partiel et garder tout l'argent de son salaire pour elle. Au début, Sarah a refusé, elle trouvait tout cela très étrange, mais avec le temps, Harold a insisté et a fini par la convaincre. Et quelques mois après avoir terminé le lycée, elle a accepté sa proposition d'aller vivre là-bas et de commencer l'université. Cette année-là, en 2013, elle avait 17 ans et lui, 49. Ils se connaissaient tant depuis seulement 3 ans, et au fond, c'était étrange aux yeux de Sarah, une employée allant vivre chez son patron. Sa mère n'a pas du tout aimé cette situation, mais à cause de toutes les tensions entre elles, elle a fini par accepter. Mais elle a dit que si elle quittait la maison dans ces conditions, elle ne devait jamais revenir. Sarah, pensant alors qu'elle n'avait plus rien à perdre, a fait sa valise et est partie. Au début, tout était vraiment très bien. Harold achetait tout ce qu'elle voulait, il payait toutes les factures, elle n'avait à se soucier de rien du tout, et elle a continué à travailler à la pizzeria, gardant pour elle tout l'argent qu'elle recevait. Et pour couronner le tout dans une situation qui, évidemment, n'a rien d'ordinaire. Dès que Sarah a eu 18 ans et qu'elle n'avait plus besoin de l'autorisation légale de sa mère pour prendre certaines décisions, Harold lui a payé 2 chirurgies esthétiques.
Selon elle, il avait insisté et l'avait convaincu de faire une chirurgie du nez pour l'affiner un peu plus et une autre pour la pose de silicone dans les fesses. Il y avait encore des projets pour une nouvelle chirurgie des seins, également pour une pose de silicone. Mais la cohabitation entre eux a commencé à changer radicalement, ce qui a conduit à ce qu'un événement complètement tragique se produise avant une nouvelle modification de son corps. Harold a commencé à se comporter de manière très différente après les chirurgies. Il a commencé à faire des avances sexuelles, essayer de la séduire, allant même jusqu'à dire que, maintenant qu'elle était adulte, elle devrait aider à payer les factures de la maison, mais qu'il pourrait pardonner toute dette qu'elle aurait. S'ils avaient des relations sexuelles régulièrement. Maintenant, en regardant cet homme qu'elle considérait autrefois comme un père, elle était sous le choc. Elle a repoussé ses avances, s'est enfermée dans sa chambre et, pendant un bon moment, a essayé de l'éviter. Mais Harold apparaissait toujours et insistait sur le sujet. Chaque fois qu'elle le rejetait, il devenait de plus en plus contrarié, au point de commencer à la traiter extrêmement mal. Il l'humiliait, disait beaucoup de choses horribles sur son apparence, lui reprochait tout ce qu'il lui avait donné au fil des années et disait qu'elle avait une grande dette envers lui. Sarah a dit qu'elle n'avait jamais rien demandé, que tout lui avait été offert sans aucun accord stipulant qu'elle devait donner quelque chose en échange. Harold savait que dans le passé, lorsque Sarah avait eu quelques problèmes avec sa famille, elle avait commencé à se droguer. Alors il a commencé à acheter plus d'alcool pour la maison, des drogues, et il les laissait à des endroits où elle pouvait les voir et les prendre. Il a commencé à rendre la jeune fille ivre et défoncée pour ensuite pouvoir profiter de sa vulnérabilité. Quand Sarah lui a dit qu'elle pensait partir dans une autre ville pour commencer une nouvelle vie, il a commencé à la faire chanter, disant qu'elle avait encore une dette et que si elle partait, il allait la poursuivre en justice. Il a commencé à faire la liste de tout ce qu'il avait déjà dépensé pour elle, comme la nourriture, les vêtements, le logement, les médicaments, la drogue et les opérations chirurgicales. Il a fixé un montant pour le remboursement et a dit qu'elle ne pourrait partir que lorsqu'elle aurait tout payé, sinon il irait en justice. À l'époque, Sarah n'avait aucune idée que ce qu'il disait était impossible à réaliser, mais dans sa tête naïve de quelqu'un qui ne comprenait pratiquement rien à la vie adulte, elle avait très peur de finir en prison. Pour la forcer à comprendre qu'il était sérieux au sujet de la dette, il a commencé à retenir la moitié de son salaire. Elle signait le bulletin de paie comme si elle avait reçu l'intégralité de son salaire, mais au moment de remettre l'argent, il en gardait la moitié. Cela a duré quelques mois jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Toute cette situation a commencé à la rendre extrêmement bouleversée. Elle ne savait pas quoi faire et se sentait complètement piégée. Elle n'avait aucun moyen de payer la dette, n'avait nulle part où aller. Si elle fuyait, elle imaginait qu'elle serait retrouvée par la police et rêvait d'une liberté qui avait été détruite par Harold. Avec tout cela, elle a commencé à penser que la seule façon de sortir de cette situation serait de lui ôter la vie. Lui. Le 21 janvier 2014, les employés de la pizzeria se sont inquiétés car c'était déjà le 4e jour consécutif que Harold et Sarah ne venaient pas travailler et ne répondaient à aucun appel. Le gérant de l'établissement a alors appelé la police et a demandé à la police d'aller vérifier qu'ils allaient bien. La police s'est rendue au domicile, a frappé à la porte à plusieurs reprises, mais personne n'a répondu. Ils ont fait le tour de la maison et c'est en regardant par les fenêtres qu'ils ont pu voir Harold étendu sur le sol du salon dans une grande mare de sang. Ils ont enfoncé la porte, sont entrés dans la maison et ont clairement constaté que Harold, à 49 ans, était sans vie. La victime avait les mains et les pieds attachés et la cause du décès, constatée dès le premier instant puis confirmée par le rapport du médecin légiste, était une hémorragie. Harold avait reçu plusieurs coups de couteau sur le corps et même au niveau du cou, il avait failli être décapité. En plus de cela, la maison était en désordre. Il y avait plusieurs bouteilles de bière éparpillées sur les meubles et par terre et il n'y avait aucun signe de Sarah ni de la voiture de Harold.
Les policiers savaient qu'elle vivait avec lui car le gérant l'avait précisé lorsqu'il avait demandé à la police d'aller vérifier qu'il allait compte ça allait bien. Cependant, les policiers ont trouvé son téléphone portable sur place. À cause de cela, ils ont pensé que quelqu'un était entré dans la maison, avait fait cela à Harold et l'avait probablement enlevé. Autrement dit, comme on avait appris qu'il n'avait pas donné signe de vie au travail depuis 4 jours, il a vite été déduit que le crime et la disparition avaient eu lieu le 17. Une alerte a été lancée dans tout le pays et le 25 janvier. 11 jours après le crime, vers 22h30, la voiture de Harold a été repérée, garée dans un parc de Floride. En l'inspectant, les policiers ont trouvé Sarah en train de dormir à l'intérieur, seule. Quand ils l'ont abordée et lui ont demandé si elle savait pourquoi ils étaient là, elle a immédiatement répondu « Ça doit être parce que j'ai tué Harold ». À ce moment-là, les policiers ont été surpris car jusqu'alors, elle était considérée comme une victime. Mais maintenant, elle est devenue suspecte et ils l'ont arrêtée. Au commissariat, Sarah a avoué le crime. Elle a dit qu'elle avait fait cela à cause de toute la situation que je vous ai déjà racontée ici, mais elle a ajouté des détails sur la façon dont tout s'est passé le jour du crime. Elle a dit que quelques jours plus tôt, elle était allée en pharmacie acheter des médicaments contre l'insomnie. Le matin du 17, Harold rangeait quelques affaires dans la maison et lui avait demandé de lui apporter une bière. À ce moment-là, elle a pensé que c'était l'occasion idéale de lui ôter la vie, car lorsqu'il commençait à boire, il était rare qu'il ne boive qu'une seule bouteille. Alors elle a attendu qu'il boive au moins 2 bières pour qu'à la 3e, elle puisse y mettre les médicaments afin qu'il ne remarque presque pas si le goût était différent. Harold a fini par boire un total de 5 bouteilles, dont 3 avec beaucoup de médicaments, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse finalement. Sarah a alors attaché ses mains et ses pieds, a pris un couteau dans la cuisine et a donné tous ses coups sur le corps et le cou. Elle a pris une douche, a préparé une petite valise et est sortie de la maison en toute hâte, se dirigeant vers la Floride et oubliant son téléphone portable à la maison. Et elle ne voulait pas revenir pour ne pas être arrêtée, car elle savait qu'elle serait considérée comme la principale suspecte. Par la suite, il a été confirmé que ses empreintes digitales se trouvaient sur le manche du couteau. Même si Sarah a raconté aux policiers les humiliations, le chantage et les abus qu'elle subissait de sa part, les autorités ne l'ont pas vraiment cru et ont d'abord pensé que la jeune fille avait un trouble. Mais tard, en recueillant les témoignages des témoins et en expertisant les objets de la maison ainsi que son téléphone portable, l'histoire a commencé à converger vers la version qu'elle racontait. Par exemple, des personnes proches ont déclaré que Sarah l'appelait « papa », qu'il l'appelait « ma fille », et qu'ils entretenaient en tous les deux cette relation étrange, comme s'ils étaient vraiment père et fille. Mais ça, c'était aux yeux des autres, car, dans des messages sur le téléphone portable, Harold était même allé jusqu'à s'excuser de l'avoir poussé à avoir des relations sexuelles avec lui. En février 2014, le procès a commencé. Et, étrangement, son avocat n'a pas utilisé cette question du chantage et des abus de Harold. Et il a préféré élaborer une thèse de défense selon laquelle Sarah aurait eu certains troubles psychologiques qui l'auraient poussé à commettre le crime. Il a dit qu'elle souffrait de troubles dissociatifs de l'identité, qui est populairement connu sous le nom de trouble de la personnalité multiple. Et il a dit qu'au cours de sa vie, en raison de tous les traumatismes, des abus qu'elle a subis de la part de son voisin lorsqu'elle était enfant et de son ami à l'adolescence, elle avait créé plusieurs alter-ego pour pouvoir bloquer ces traumatismes. Cependant, cet avocat n'a présenté aucune preuve pour étayer cette thèse. Sarah n'avait jamais reçu de diagnostic de ce trouble. Même ainsi, le tribunal a demandé une évaluation médicale afin que les audiences puissent se poursuivre. Et après plusieurs consultations, qui ont totalisé 17 heures, la psychologue chargée de l'analyse a constaté que, bien qu'elle ait effectivement subi divers traumatismes tout au long de sa vie qui l'ont profondément marquée, elle n'a pu constater aucun trouble dissociatif de l'identité. Sa défense a alors été complètement ébranlée et cela lui a beaucoup nui lors des audiences suivantes.
Par exemple, même lorsque la question des abus subis par Harold était soulignée au tribunal, l'accusation l'attaquait en affirmant que toute la relation était consensuelle. De plus, des preuves ont également été trouvées, montrant que Sarah planifiait déjà le crime contre Harold depuis au moins un mois. En effet, plusieurs recherches ont été retrouvées dans son historique Internet où elle cherchait quels sont les points les plus vulnérables du corps humain, où se trouvent les points les plus critiques dans le cou. Et tout cela coïncidait avec l'état dans lequel il a été retrouvé. Plus d'un an et demi après le début des audiences, maintenant, le 4 septembre 2015, le procès a pris fin. Sarah a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et a été condamnée à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Après 50 ans, elle a même déposé une plainte avec de nouveaux avocats, affirmant que son avocat commis d'office précédent ne l'avait pas défendue comme elle le souhaitait. Au final, il avait choisi une stratégie qu'il pensait lui permettre de passer le moins de temps possible en prison. Et même si elle n'a pas eu droit à un nouveau procès, Sarah a obtenu le droit de faire réviser sa peine. Au début de l'année 2021, une nouvelle décision a été rendue. Bien que la peine de prison à perpétuité ait été maintenue, le délai pour obtenir une libération conditionnelle a été réduit de moitié. Avant, c'était 50 ans, maintenant c'est 25. Ainsi, elle pourra faire sa première demande de libération conditionnelle en 2039, à l'âge de 43 ans.